J'ai vécu 18 ans comme ça, jusqu'au jour où j'étais à bout et je voulais en finir, hein. Et quelque chose de magnifique s'est produit. J'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit: «Maintenant, il te faut prendre une décision». Je sais pas d'où elle arrivait cette voix, hein. Colère au boulot, dispute en couple, regret, pourquoi on répète toujours nos erreurs? Eh bien, utilise ton libre arbitre, réfléchis. Ah ouais, ça, c'est la réponse facile, hein. Mais le libre arbitre existe-t-il vraiment? Pour répondre à cette question, dans cette vidéo, je vais mettre en lumière deux approches totalement opposées. La vision scientifique, hein, qui s'appuie sur la recherche et les neurosciences, c'est quelque chose de bien factuel, mais aussi la vision spirituelle qui invite une réflexion sur la liberté intérieure. Et là, tu te dis, oh là là, on va bien s'ennuyer dans cette vidéo, mais pas du tout. Parce que deux approches opposées mais complémentaires, c'est ça qui est intéressant et pertinent. Sinon, comment pourrais-tu te forger ta propre opinion? Bonjour Muriel. Pour commencer, peux-tu nous expliquer simplement ce que dit la science sur le libre arbitre? La science étudie le fonctionnement du cerveau et de la conscience. Elle montre que beaucoup de décisions sont préparées inconsciemment avant même que l'on en ait conscience. Le libre arbitre y est envisagé comme une capacité limitée, encadrée par des mécanismes automatiques et des biais cognitifs. Et justement, comment la spiritualité voit-elle le libre arbitre? La spiritualité considère le libre arbitre comme un pouvoir profond, celui d'aligner ses actions avec ses valeurs. Au-delà de la simple prise de décision, il s'agit d'une liberté intérieure qui transcende les conditionnements mentaux. Alors comment ces deux approches se complètent-elles? Eh bien, les neurosciences étudient comment fonctionne notre cerveau, hein, l'organe qui produit nos pensées, nos émotions et nos décisions. Elles montrent que souvent, notre cerveau anticipe nos choix avant même que nous en soyons conscients, ce qui questionne la pleine conscience libre de ses décisions. Ces recherches mettent aussi en lumière que des pratiques spirituelles comme la méditation modifient réellement le fonctionnement cérébral. L'expérience spirituelle se concentre sur ce qui est vécu de l'intérieur. Les neurosciences expliquent le comment de nos choix, tandis que la spiritualité nous invite à vivre le pourquoi et le sens de cette liberté. Ces deux approches se complètent parfaitement pour mieux comprendre ce que signifie réellement être libre. Tu parles souvent des biais cognitifs qui nous trompent. Peux-tu nous les expliquer avec des exemples concrets? Voici les principaux. Le biais d'illusion de contrôle. On surestime souvent notre capacité à contrôler les événements, alors qu'en réalité, beaucoup de décisions se font inconsciemment. Par exemple, tu es dans un embouteillage et bien sûr, ta file n'avance pas et tu penses que la file d'à côté va aller beaucoup plus vite. Donc, tu bifurques, tu te mets sur celle-ci et ah ben non, en fait, tu restes autant bloqué qu'avant. Il y a le biais de confirmation. On filtre les informations pour confirmer notre idée d'être acteur libre de nos choix. Et ça renforce ce sentiment, même si l'origine de nos décisions est souvent involontaire. Par exemple, voilà, imagine, il y a des pancartes à côté de toi, contraintes d'un côté et libre arbitre de l'autre. Toi, si tu portes des lunettes roses, eh bien, tu vas ne voir que les pancartes libre arbitre. Il y a le biais d'autorité. On accepte sans se questionner les discours d'experts ou figures d'autorité qui peuvent manipuler la notion de libre arbitre. Par exemple, si un scientifique en blouse blanche te dit que le ciel est vert,
Ah ben alors c'est bon, hein, vu qu'il a une blouse blanche et que c'est un scientifique, alors c'est vrai, hein. Il y a le biais de disponibilité. On se souvient surtout des actions où on a eu l'impression d'avoir choisi librement. Par exemple, ah ben, je me souviens d'avoir dit non quand même les autres fois. C'est bizarre ça. Voilà, on se souvient un peu de ce qu'on veut finalement. Il y a le biais d'attribution. On attribue nos actes positifs à notre libre arbitre, mais on minimise l'influence des causes externes ou inconscientes. Par exemple, tu fais un gâteau, il est trop beau, tu dis waouh, mon gâteau est top, c'est moi qui l'ai réalisé. Au contraire, si ton gâteau est tout raté, bah ça, c'est la recette qui a foiré, c'est pas toi. Il y a le biais de statu quo, la préférence pour maintenir une croyance stable par peur de perdre notre responsabilité morale ou sociale. Le repas du dimanche en famille, par exemple, même si certains aimeraient faire autre chose ce jour-là, ben non, en fait, on s'y colle parce que on a toujours fait comme ça. La science montre que beaucoup de décisions se préparent dans notre cerveau avant qu'on en ait conscience, hein, et ça révèle un côté automatique et inconscient de nos choix. En même temps, la spiritualité rappelle l'importance du sentiment de liberté intérieure, même partielle, pour notre croissance personnelle et notre responsabilité morale. Quelles pratiques concrètes conseilles-tu pour avancer vers plus de liberté? Ah ben, connaître ces mécanismes, c'est comprendre, pourquoi on agit comme on agit. Ça aide à faire des choix plus conscients, à ne plus se laisser tromper par ces mécanismes invisibles et à mieux assumer notre liberté, même si elle n'est pas parfaite. Pour vraiment avancer, il faut apprendre à observer ses pensées, remettre en question ses habitudes, être sincère avec soi et accepter de se tromper pour s'ouvrir à plus de conscience. Donc des pratiques comme la méditation et ou l'introspection aident beaucoup. Ça permet d'accepter que le libre arbitre est souvent un mélange subtil entre ce que l'on contrôle vraiment et ce qui vient d'ailleurs. Et peut-on vraiment perdre son libre arbitre? Non, on ne le perd pas. On peut juste oublier qu'on en a un. Quand on vit dans nos blessures, nos peurs et nos automatismes, on est en mode réaction, comme en pilote automatique. Mais à tout moment, on peut reprendre le volant. Et peu importe la situation dans laquelle on se trouve, en étant honnête avec soi-même, on sort du rôle de la victime. Tu te souviens de cette pièce de théâtre dont j'ai déjà parlé en vidéo. On accepte alors de s'être trompé. C'est pas facile hein, de se remettre en question, mais bah, c'est l'évidence même si on veut avancer. Hein. Ça commence par un simple déclic. Ah, là j'ai le choix. Alors je continue à me mentir pour avoir raison ou j'arrête cette histoire et je prends enfin mes responsabilités. J'assume d'être un humain imparfait. J'en parle souvent, hein, mais franchement, ce petit choix peut changer toute une trajectoire. Justement, tu insistes sur le lâcher-prise et changer de regard sur les événements neutres. Pourquoi c'est essentiel pour exercer son libre arbitre? Ah ben, pour exercer pleinement son libre arbitre, il va falloir lâcher prise. Hein. En réalité, un événement en soi, c'est neutre. Hein. C'est juste un événement. Ce qui lui donne une charge positive ou négative, c'est le regard que l'on va poser dessus. C'est comme la pluie. Hein, la pluie, c'est de l'eau. Ok. Bon, ben, pour certains, c'est une catastrophe hein, parce qu'ils avaient prévu, par exemple, une sortie, mais pour d'autres, c'est une bénédiction parce qu'ils attendaient cette pluie pour qu'elle puisse arroser leur jardin. C'est notre interprétation qui crée l'émotion. Et plus on comprend ça, plus on réalise qu'on a un pouvoir immense, celui de transformer une épreuve en enseignement. Lorsqu'on accueille un événement, une information comme une simple information, justement, plutôt qu'une punition, on passe du statut de victime à celui de créateur. Parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine qui tu es et ton chemin. C'est comment tu choisis de le vivre, ce chemin. Peux-tu nous partager ton expérience personnelle la plus marquante sur le libre arbitre?
je vais te raconter une expérience personnelle qui m'a fait prendre conscience de ce libre arbitre. C'est probablement l'expérience la plus marquante de toute ma vie. J'ai passé près de 18 ans à me battre avec mes démons, mes blessures d'enfance, ma colère, ma honte, ma culpabilité, enfin, voilà, tout ce qu'on peut porter sur son dos comme traumatisme et émotions négatives. Et je croyais que tous mes malheurs venaient de l'extérieur, mais aussi un peu de moi parce que j'étais trop fragile. Donc cette lutte intérieure m'a conduit à une profonde dépression. Et pour faire taire la douleur, je suis tombée dans l'alcool. Ça aussi, j'en ai fait une vidéo pour raconter mon parcours. Et j'ai vécu 18 ans comme ça, jusqu'au jour où j'étais à bout et je voulais en finir, hein. Et quelque chose de magnifique s'est produit. J'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit: «Maintenant, il te faut prendre une décision». Je ne sais pas d'où elle arrivait cette voix, hein. Ma première pensée a été, pour la décision, que tout s'arrête, hein, voilà, parce que j'en avais marre de souffrir. Mais juste après, un sursaut de vie m'a traversée. Et ce sursaut m'a amené aux urgences psychiatriques, hein, voilà, n'ayons pas peur des mots. 3 semaines de sevrage, d'écoute, de silence, 3 semaines de retour à soi, une renaissance. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était vraiment le lâcher prise. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dû choisir entre continuer à lutter ou accepter que je ne pouvais plus tout contrôler et demander de l'aide. Ce n'était pas véritablement le choix entre la vie et la mort, c'était le choix de faire confiance en la vie. J'en ai écrit un livre qui s'appelle Tirer sur la corde parce que toute ma vie, tout ce parcours-là, j'ai tiré sur cette corde jusqu'à ce qu'elle se casse. Et quand elle a cassé, la lumière est enfin entrée. Alors oui, je crois que le libre arbitre, c'est parfois juste ça, choisir de lâcher prise pour laisser la vie nous rattraper. Pour finir sur une note pratique, comment exercer son libre arbitre chaque jour? Observe en conscience tes pensées et sans jugement. L'ego, lui, veut contrôler à tout prix, hein. Il choisit toujours ce qui évite la souffrance et puis il veut la sécurité immédiate. L'âme, elle, choisit différemment. Elle grandit à travers les défis, à travers les souffrances, vers la vraie libération. L'ego, lui, va dire « je choisis ce qui me rassure ». Et l'âme va dire ou va lui répondre, moi, je choisis ce qui me libère. À chaque instant, tu peux décider de ta vibration énergétique, peur ou amour, contraction ou ouverture. C'est là le libre arbitre concret au quotidien. À quelle fréquence devrions-nous réfléchir à tout ça? Franchement, tant que tes réactions sont automatiques et que tu le vis mal, alors tu peux le faire tous les jours. Tiens, par exemple, pratique ce bilan du soir ultra simple. Tu penses à 3 moments forts de ta journée où tu as ressenti de la colère, de la joie, du stress, voilà, n'importe quoi. Pour chacun, demande-toi, qu'as-tu ressenti? Est-ce que tu as été énervé, excité? Quelle a été ta réaction? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu as respiré? Est-ce que tu as fui? Et ton choix était-il libre à ce moment-là ou automatique? Et puis, en conclusion, pour demain, que vas-tu choisir? D'agir en conscience ou de réagir encore en pilote automatique comme aujourd'hui? Et voilà, maintenant tu sais que le libre arbitre est une notion complexe qui se comprend mieux quand on regarde à la fois la science et la spiritualité. Maintenant que tu as les clés pour mieux comprendre cette notion de libre arbitre et la vivre pleinement au quotidien, je te laisse avec ces 2 réflexions. À quel point tes mécanismes cérébraux t'influencent-ils et quelle est la part réelle de ce que tu ressens comme libre arbitre? Partage ton avis dans les commentaires parce que ta réflexion peut éclairer celle des autres et puis ça peut créer un débat.
Mets un like si tu as aimé la vidéo, partage-la à des gens de ton entourage qui pourraient être intéressés par ce genre de sujet. Abonne-toi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de ta liberté intérieure. Et en attendant de se revoir, bye bye!